Voilà. Donc, pour aujourd'hui, nous devrions voir la distribution et la dispensation des médicaments. C'est-à-dire, comment nous sortons les médicaments de la pharmacie. Nous avons vu comment nous les rentrons, comment nous contrôlons leur qualité, comment nous les rangeons. L'autre version, maintenant, c'est comment nous les sortons. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et il faudrait que vous gardiez à l'esprit que toute sortie de médicaments de la pharmacie doit faire l'objet d'une inscription dans le registre de sortie. Aucun médicament, comme on avait dit, aucun médicament ne peut entrer sans que soit mis dans le registre des entrées. De même, aucun médicament ne peut sortir sans que cela ne soit mis dans le registre des sorties. C'est l'outil de base de la sortie des médicaments. Quel que soit où ça va, même si ça va à la dispensation, à la perrosserie, toujours dans le registre des sorties. Même si ça va à la consultation prénatale, toujours dans le registre de sortie. Aucun médicament ne sort de la pharmacie sans que cela ne soit inscrit. D'accord? Alors, nous avons 3 méthodes de sortie de médicaments de notre pharmacie. La première méthode, c'est la dispensation aux patients. C'est ce que vous faites tous les jours. Ce que vous faites tous les jours, de plus en plus. Avant, ça ne se faisait pas. Monsieur Gérard l'a dit. Parce que vous, à la pharmacie, vous ne dispensiez pas aux patients. Mais maintenant, toutes les pharmacies, pratiquement, dans nos centres de santé, dispensent aux patients. Dans les hôpitaux, les pharmacies dispensent aux patients. Deuxième moyen, c'est le transfert. Transfert vers d'autres services. Transfert vers les points de dispensation. Comme ça se faisait donc avant. Et troisième, c'est le retrait des médicaments à varier périnée, notamment après un inventaire. Mais ici, nous allons voir juste la dispensation et le transfert, parce que l'autre fait partie de l'inventaire. On va commencer par la dispensation. Je répète souvent, en pharmacie, on ne vend pas le médicament. En pharmacie, on dispense le médicament. C'est pourquoi, très souvent, je réagis quand on dit que j'ai un diplôme de vendeur en pharmacie. Vendeur, c'est celui qui vend à la boutique des Chinois. Vous n'êtes pas, ceux qui ont ce diplôme, vous n'êtes pas des vendeurs en pharmacie. À la rigueur, vous êtes des techniciens en pharmacie, vous êtes des dispensateurs de médicaments. Parce que le médicament se dispense. Et c'est quoi dispenser un médicament? C'est ce qu'on vous a mis ici. C'est quand on réunit ces 3 conditions. Aller chercher les médicaments sur les étagères, ça aussi le vendeur le fait quand il est chez les Chinois, n'est-ce pas? Compter et emballer le médicament. Chez les Chinois, ça se fait aussi. D'accord? Maintenant, c'est remettre le médicament au patient accompagné d'informations nécessaires à sa bonne prise. C'est ça qui fait la différence. Ça veut dire que dans les pharmacies où vous êtes, vous devez savoir quelle information vous donnez aux patients. Et donc, si je dois insister, moi, ici, là, dans ce cours, ça sera ça. Parce que le reste, là, comme vous êtes formé en tant que vendeur, c'est sûr que vous avez appris à le faire. Mais pour moi, je considère que dans vos pharmacies, tous les jours, vous vous livrez à ça. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Qui est vendeur en pharmacie? Ah, personne. Il n'y a pas de vendeur en pharmacie. Mais
vous ne voulez pas dire? Les gestionnaires des... Moi, je dis vendeur. Est-ce qu'il y a une école qui forme des gestionnaires en pharmacie? Oui. Vous avez un diplôme de gestionnaire en pharmacie? Votre diplôme, c'est quoi? C'est quoi? Ah, vous êtes secrétaire de direction, mais vous avez appris sur le tas. C'est très bien, je félicite ça. Mais il y a le diplôme de vendeur en pharmacie. Ça, vous savez, non? De vendeur en pharmacie. C'était en pharmacie. C'est le secteur commun, c'était les vendeurs en pharmacie. Ils sortent avec des certificats comme ça. Le vendeur en pharmacie. C'est ce que je dis. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a fait deux. On a fait deux. Comme ceux qui sont chez les Chinois là. Des vendeurs. Or, ils ne sont pas des vendeurs. Ils sont des dispensateurs en médicaments parce qu'on leur a appris à ajouter ça. N'est-ce pas, M. Gérard? On leur a appris comment donner des informations aux patients. Donc, ils ne sont plus vendeurs. Ils deviennent dispensateurs de médicaments. Alors, comment se fait cette dispensation? Dans un centre de santé, à la pharmacie. Vous êtes tranquillement assis. Et puis, le malade arrive. Le malade arrive, vous tend une ordonnance. D'accord? Alors, vous avez toute une démarche à suivre pour être des bons dispensateurs. Je suis sûr que quand on aura fini, elle qui est secrétaire de direction, elle va mieux faire que vous, qui êtes même agent de santé. Je dis toujours ça, c'est pour ça que quand je vois que je suis content, parce qu'à ce moment, elle n'est pas bien sûre pour bien connaître. Je dis souvent, nos meilleurs ministres de la Santé, c'était des non-professionnels de la santé. Moi, je dis c'était. Moi, je dis c'était. Je suis agent de santé. Donc, si aujourd'hui on vient poser la question, je vais dire c'est qui qui a dit. Ah, ça s'arrête ici. Donc, la première des choses, quand vous recevez une ordonnance, qu'est-ce que vous devez faire? C'est d'abord vérifier que le médicament se trouve dans la pharmacie. Or, les ordonnances, parfois ça vient en dénomination commune internationale. On a déjà vu ça. Ou alors ça vient en dénomination commerciale. On a vu les deux. Et quand ça arrive, il faut vous assurer que, même si ce n'est pas le même nom, mais qu'il y a son équivalent générique dans la pharmacie. D'accord? Et en principe, nous devrions avoir, si, ça c'est pas comme, si vous êtes gentil avec moi, d'ici décembre, on va produire ça, la table d'équivalence. C'est-à-dire un document où on va mettre les noms commerciaux de toutes les DCI que vous avez dans vos formations sanitaires. D'accord? Comme ça, si vous avez ça, quand quelqu'un vient, il vous demande un nom. C'est un nom commercial, mais vous ne l'avez pas. Que vous puissiez savoir que à la place, je peux donner ceci. C'est important pour la substitution. Et donc, vous devez vous assurer que vous avez ce médicament-là. C'est la première des choses. Parce que s'il n'y a pas, vous devez dire ça, il n'y en a pas, il n'y a pas. Ce n'est pas la peine de lui perdre. Or, nous souhaitons qu'il ne reparte pas de tous ces médicaments dans la pharmacie. Première étape, c'est ça, c'est la vérification. Deuxième étape, c'est aller prendre le médicament. Puisque vous savez, vous allez prendre le médicament, c'est rangé par ordre alphabétique, par forme pharmaceutique et selon le FEFO. D'accord? Vous récupérez tous les médicaments dont il a besoin et vous les ramenez sur votre comptoir. C'est là que commence
votre vrai travail. Vous devez expliquer aux patients toute substitution que vous faites, c'est-à-dire tout remplacement d'un médicament par un autre. Parce que ne venez pas et puis vous lui donnez, et puis lui va constater que ce n'est pas ce qu'il avait demandé, les problèmes commencent. Toute substitution doit se faire en donnant la bonne information et en obtenant l'accord du patient. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. S'il a accepté son approbation, à ce moment seulement, vous remplissez le registre de sortie. C'est là que, comme j'ai dit, votre travail de dispensateur, de vrai dispensateur commence. Donc, il faut savoir expliquer au patient que le médicament que vous lui donnez là, c'est un générique. Tout ce que je vous ai dit là, si vous n'avez pas retenu, tant pis pour vous. Quand on parlait du médicament générique. Alors enregistrez comme ça, vous mettez seulement pas et puis lui il écoute ce qu'on a dit. Que le médicament générique, c'est la copie, même efficacité, même disponibilité. Si vous n'avez pas enregistré, tant pis pour vous. Mais c'est le message que vous devez donner au patient chaque fois que vous changez. Lui il est venu, il a demandé, Rapiclav, vous allez lui donner, je ne sais pas moi, Aclav, il faut lui expliquer que c'est la même chose. D'accord? Et ce n'est que quand il sera d'accord que maintenant, vous prenez votre registre de sortie. Docteur, s'il vous plaît. Souvent, le problème se trouve au niveau de la substitution. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de demander au prescripteur d'avertir déjà le malade qu'à la pharmacie là-bas? Le médicament que je te prescris, on faut utiliser son utilisation. À ce moment-là, il y a moins de problème parce que quand vous donnez, quand le malade arrive, on lui dit que non, mais on peut substituer ce médicament. Attendez, je vais d'abord aller demander. Ce que nous voulons, dans le cadre du travail qu'on fait, souvenez-vous, on a dit que la pharmacie doit avoir ses besoins, mais exprimés en... On avait dit que la pharmacie doit avoir sa liste de médicaments référencés, en DC. Ensuite, la pharmacie doit avoir ses besoins, mais en dénomination commerciale. Et ces besoins-là, il faut les partager à qui on avait dit aux fournisseurs et plutôt aux prescripteurs. Donc, normalement, vos prescripteurs, dans vos CC, doivent savoir que nous n'utilisons pas Rapiclav, nous utilisons Aclav. Donc, normalement, ils devraient prescrire Aclav. D'accord? Oui. Maintenant, si vous constatez, vous à la pharmacie, que lui, il est en train de prescrire Rapiclav, vous repartez de voir. Vous lui dites, ah, mais toi, tu nous envoies Rapiclav alors que nous sommes accordés que nous, on utilise cette année Aclav. D'accord? C'est clair? Voilà. Parce qu'il faut que les prescripteurs puissent jouer le jeu. C'est pourquoi, lorsqu'on fera, parce qu'on va avoir le prochain atelier qu'on aura ensemble, c'est celui sur la liste des médicaments référencés et des médicaments essentiels du district sanitaire. Les prescripteurs devront être actifs. D'accord? Alors, donc, une fois qu'il est d'accord, vous remplissez le registre de sortie qu'on vient de vous remettre. Ce registre, voilà comment il se présente. Ici, c'est le nom du médicament. Donc, chaque jour, quand vous commencez la journée, vous mettez la date. Et ensuite, vous mettez le nom, le conditionnement, la quantité que vous avez donnée. Chaque malade, non? Une boîte ou deux boîtes, le prix unitaire, c'est le prix de vente, le total que ça fait. Et ici, vous avez la référence du ticket de caisse. Parce que normalement, ce n'est pas la pharmacie qui le paye. Les chefs de centre, c'est la pharmacie même qu'on paye. Donc,
il a un ticket, là où il a payé. Quand il a payé là-bas, on a enregistré. Quand il arrive chez vous, sur votre registre, vous devez mettre le registre de caisse. Parce que s'il y a un problème, on peut retrouver qu'il avait bien payé les 5200 à la caisse. D'accord? Maintenant, comme on a dit, ce registre, c'est pour tout le monde. Même si on doit donner gratuitement à un patient, à un membre du personnel, ça doit figurer là-dedans. Mais à ce moment, à la place référence caisse, on va mettre, si le chef de centre qui a autorisé, si c'est qui a autorisé, c'est là que vous mettez. D'accord? Comme ça, il y a la transparence. Il ne va pas dire, non, ça il manque parce que vous m'avez dit de donner. C'est noté où. D'accord? Et vous remplissez comme ça toute la journée. Chaque fois qu'il y a des médicaments qui sortent, vous remplissez ce registre. Et le soir, à la fin de la journée, vous devez tirer le total dans votre recette du jour. D'accord? Normalement, mais je ne le mets pas là, parce que ça c'est quand on fait la gestion financière. Quand vous avez mis comme ça, vous avez un cahier de recettes. C'est ce montant-là que vous allez inscrire dans votre cahier de recettes. Que aujourd'hui, le 20, nous avons fait 25 000. Ce qu'il y a dans le cahier de recettes, quand on prend le registre de sortie, on retrouve le montant. D'accord? Donc, le gestionnaire, quand il veut venir regarder, il vient, il regarde votre cahier de caisse. Puisqu'après, vous faites des rapprochements. Il va à la caisse, il dit que la pharmacie a compté 25 000. Il va venir chez vous, il va retrouver dans le registre là, les 25 000, et il sait que ce sont ces tickets-là qui ont produit les 25 000. D'accord? C'est sur la date. La date ici, on va écrire la date dans la colonne de désignation. Non. Normalement, quand vous allez vers le registre, en haut de la page, vous mettez lundi 30. C'est parce que là, c'est un modèle, oui. Sinon, ça couvre tout ça là. Et vous voyez que c'est ici, là, en bas, qu'on commence à mettre. Donc, en dessous de la date, seulement, on commence à mettre le nom. D'accord? C'est bon pour la fiche? S'il vous plaît. Oui. Ça veut dire que sur une fiche, nous avons qu'une seule date. Non, ça c'est comment la fiche qu'on vous a donnée là. Si vous voyez bien, on a écrit dessus que c'est la page du registre. Donc c'est un registre. Le registre, on avait vu le registre de sortie, vous l'achetez au marché total et vous le tracez à la main avec ces colonnes là. Donc vous tournez la page. Si la journée est finie, la page est encore au milieu. Quand vous venez demain, vous ne tournez pas. Vous mettez un trait, vous mettez la nouvelle date. D'accord? Oui. Mais entre-temps, le total. Non, le total monte. Le total, c'est quand on a fini la journée. Vous voyez, on a mis ici, là, vous tirez une ligne en bleu comme ça. C'était pour distinguer les autres. Parce que le registre, vous n'allez pas mettre des traits comme ça. Le registre a déjà ses pages, a déjà ses lignes. Mais quand vous finissez, vous tirez une ligne pour arrêter les mouvements de la journée. Et vous calculez votre total. Vous revenez demain, si on était au bas de la page, vous tournez. Vous n'étiez pas au bas de la page, vous commencez. Quand la page va finir, vous tournez, vous continuez. D'accord? Oui. Ici, le conditionnement, c'est quoi? Conditionnement, c'est boîte de combien? Boîte de 10 comprimés, boîte de 20 comprimés. Si vous vendez sous forme de blister, vous allez mettre blister de 10. Si c'est un flacon de 125 ml. D'accord? Oui. S'il vous plaît. Oui. Maintenant, s'il s'agit d'un médicament qu'on a remis, par exemple, à un vulnérable, quelle est la référence qu'il faut signifier là-bas? Qui a remis un vulnérable? Vous. Avec autorisation de qui? Oui, par exemple, le chef nous a permis. Voilà, c'est ce que je dis. Vous mettez ici, là, à la place la référence du ticket de caisse, vous mettez autorisation du chef de centre. Comme ça, elle, quand elle va venir, bon, c'est que vous êtes en majorité des elle.
mais comme il y a aussi des îles, je vais dire il. Quand il va venir, regardez, vous lui dites, ça, on a donné, parce que le total va changer ici. Puisqu'il y a un produit, il faut toujours valoriser. Ce produit-là, c'est celui que vous avez autorisé qu'on donne aux vulnérables. C'est un produit qui coûte 1000 francs. D'accord? Et quand vous allez faire votre total ici, là, il n'y aura pas les 1000 francs. D'accord? S'il vous plaît. Ça me plaît. Maintenant, est-ce qu'il faudrait qu'on laisse aussi ce même registre-là à la garde? Comment on dit? La garde. On l'a dit le premier jour. C'est vous-même qui continuez à travailler. Un agent de chez vous qui continue à travailler. Parce que vous lui laissez un peu de médicaments, le lendemain, il vous rencontre, il vous remet avec, comment on appelle, avec le stock qui est resté. N'est-ce pas? Et nous avons dit que c'est quand vous venez que maintenant vous enregistrez les mouvements que Dieu a fait dans votre registre de sortie. Vous ne lui laissez pas le registre, il va noter ça sur une feuille. Quand vous arrivez le lendemain, vous mettez à jour vos fiches de stock, oui, parce que ces médicaments ne sont pas sortis. Quand c'est parti à la garde, ce n'est pas sorti. D'accord? Vous les considérez comme sortis quand vous venez le lendemain. D'accord? Moi, je reviens un peu sur l'appui des cas sociaux plus vulnérables. Est-ce qu'il n'est pas possible de leur préciser qu'à la fin, il fallait faire quand même un décompte sur les cas qu'on a pris en charge sans être payé? Parce que très souvent, à la fin d'une période, soit le mois ou le trimestre, il y a un travail comme ça que la hiérarchie demande. Il fallait leur préciser qu'en dehors de ce qu'on a pris, il faut toujours valoriser ce qu'on a donné gratuitement. Exact, c'est ce que je disais tout à l'heure, non? Je dis il faut qu'on le valorise, c'est pour cela qu'on remplit toutes les colonnes et en face on met dans. Comme ça, quand vous allez valoriser ça, vous avez les prix des gratuités. D'accord? Ici vous avez la vente, vous ne comptabilisez pas dans la vente là ce qu'il y a. Parce que ça c'est ce qui va aller dans votre cahier de recettes. Mais vous avez les 1000, 3000, 5000 là qui ne vont pas dans votre cahier de recettes et ça reste en face, il y a la référence. Donc quand vous devriez, on va vous demander, vous avez donné des cas sociaux pour combien? Vous prenez votre registre de sortie et puis vous les comptez et puis vous fixez. Maintenant, ça, on peut, à vous de voir, qu'est-ce que vous en pensez? On peut à côté ouvrir un cahier pour des cas sociaux. Non, on n'est pas consulté. Donc 2 fois. Vous dites? Donc 2 fois. 2 fois. Pourquoi 2 fois? Mais ici, dans le registre et puis dans un autre pays. Non. Ça, c'est le registre de sortie. J'ai dit qu'il faut ouvrir un registre des cas sociaux. Là où, à la fin de la journée, vous notez que aujourd'hui, vous avez donné des médicaments aux cas sociaux pour 3000. Mais c'est un cahier à part, qui n'est pas le registre de sortie. C'est un cahier à part. Ça existe, non? Ça existe. C'est un vieux problème. Ça existe parce qu'ils ont travaillé même dans le FDP là. Oui. Ils en ont. Ah. Le registre des indigents. Vous avez ça? Peut-être que ça existe plus, sinon il y a toujours. On ne peut pas placer les indigents ici, tout ce que les indigents consomment, on ne le met pas ici. Il y a un registre. Non, mais ici, toute sortie de la pharmacie. Oui, mais pas le mélange, c'est-à-dire on signifie quand même à l'observation que Voilà. C'est ce qu'on a mis à la place du référence du numéro de ticket, mais ils ne payent pas. Voilà. On précise là. Maintenant, après, vous pouvez transcrire ça, s'il y a le registre des indigents, vous le transcrivez dans votre registre des indigents. D'accord? Parce qu'en dehors des indigents aussi, il y a même quelqu'un qui n'est pas indigent, à qui un agent, le chef de centre peut donner ça. D'accord? Donc lui ne sera ni dans le registre des indigents, ni dans les pays, mais c'est autorisé par le chef de centre. D'accord? Oui. Parce que si on vous dit qu'on le sait si on ne peut pas donner un médicament à un travailleur, c'est faux. Vrai ou faux? Il ne faut pas faire, comme on dit, l'utopie.
Comme ce qui est écrit dans les livres, nous connaissons nos réalités. Moi, si je suis malade, je peux même arriver au centre de santé. Je dis, j'ai besoin d'une boîte de, je ne sais pas moi, artéméter luméfantrine. N'est-ce pas? Ma voisine n'aura pas le courage de me dire, docteur, payez. 50%. 50%, non? N'est-ce pas? Mais pourquoi ce ne soit pas après que qui a volé la boîte, on viendra le notifier là. Je le ferai avant même mon départ. Ah bon? C'est la voisine. Vous avez une voisine? Ah. Je croyais que j'étais le seul. Vous voyez, non? Pourquoi c'est important de notifier? Si un jour on va faire l'inventaire, il y aura des écarts, on ne saura pas si c'était passé. Alors, quand vous avez fini de remplir le registre, maintenant, on remet les médicaments aux malades. Dans un centre de santé, on ne remet jamais des médicaments à un malade. On prend tout, on dit « ma » et puis il s'en va. Jamais. C'est ça la dispensation. Quand vous avez fini de remplir votre registre, maintenant, vous remettez le médicament au malade. Au malade, on remet toujours médicament par médicament. Jamais un sachet comme ça. Et quand vous remettez un médicament, c'est toujours, c'est ce qu'on a dit, accompagné d'informations nécessaires. D'accord? Alors, on commence par, il faut rappeler aux patients, ce médicament-là, on le boit. Ce médicament-là, on le met sur la peau. La forme. Son action. Et sa posologie. Comment prendre le médicament. Je vous assure que si vous n'expliquez pas toute cette partie-là, la posologie, vous n'êtes pas un dispensateur de médicaments. Avant de continuer, je vais dire comme ça. Oxaciline. Qui a déjà dispensé oxaciline dans sa pharmacie? Oxaciline 500 mg. Non? Personne. Mais je vous pose à répondre. Sinon, moi aussi, je ne vais plus parler. On va faire une formation où personne ne parle. Vous avez déjà dispensé oxaciline, non? Oui. Et on prend ça comment? 500 mg ou 250? 500 mg. On prend ça comment? Le matin et le soir. Tout le monde est d'accord? Bien. Si je prends... Non, le dosage est bon. Parce que c'est 2 grammes par jour. 2 matins, c'est 1 gramme. 2 soirs. Mais quand l'ordonnance vient, c'est écrit comment? C'est écrit 2 fois par jour. Est-ce que 2 fois par jour, ça veut dire 2 matins, 2 soirs? Non, on met 2 fois par jour. C'est ce que je dis. 2 fois 2 par jour. Est-ce que ça veut dire 2 matins, 2 soirs? Oui. Non. Bon, ceux qui... Attendez, on commence. Par ceux de oui. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi 2 fois par jour, il y a 2 matins, 2 soirs? On a déjà signifié 2. Parce qu'on a dit 2 fois 2. Ceux qui disent non. Pourquoi? Oui. Oui, merci pour la parole. En fait, ici, lorsque on arrive à presque remettre 2 fois 2 par jour, sans pourtant dire ce que vous avez dit tout à l'heure en expliquant, la personne peut se tromper. Pourquoi? Le matin, il peut prendre, puisqu'on lui a dit 2 fois 2, et à midi aussi, il peut prendre. Et voilà. Voilà.
Mais moi, on me dit que, attendez, Besoin de matin, deux soirs. est-ce que quand on a écrit 2 fois 2 par jour, si je prends 2 à 8 heures, je prends encore 2 à 11 heures, j'ai raison ou pas? S'il vous plaît, pour nous qui prescrivons, moi je pense qu'on explique l'ordonnance devant le malade. Pas toujours. Généralement. Hein, c'est nous qui, celui qui prescrit, c'est celui qui dit, ouais, tu vois, ça tu prends le matin, ça tu prends le soir. Mais et puis, quand c'est le matin, midi, soir, c'est on éclaircit. On éclaircit matin, midi, soir. Moi je vois mal qu'il y ait un Congolais aujourd'hui qui puisse prendre 2 matins, 2 à 8 heures, 2 à 11 heures. Aucun. Aucun. J'allais ça. Rien n'est impossible. Sur ce que M. Gérel a dit, nous sommes en formation. Il y a des gens qui sont sensibles ici pour comprendre cela. Les ordonnances, quand on prescrit 2 fois par 2, 2 fois 2 par jour, c'est la 2 prises par jour. Il n'y a rien à soir. D'accord. Maintenant, je vais vous prendre. Je vais vous prendre simplement. J'en viens. Oui. Je n'ai jamais vu un prescripteur qui prescrit sans autant prendre le temps d'expliquer au malade. Ça c'est un. Parce que quand nous voulons nous envelopper dans cet environnement de dire que 2 fois par jour, ça peut, la personne peut prendre 2 le matin, 2 midi, le soir. Rien. Nous sommes en formation. Nous sommes en formation. Attendez. Si dans le traitement, je vais prendre comme ça, j'ai efferalgan vitaminé C, vous prescrivez comment? Ça dépend du cas. Non, allez-y. Vous avez écrit comment? Je n'ai jamais eu ça dans mes officines. Là, nous sommes dans la formation. Plus tard 15 jours, sommes dans la formation. Ou plus tard 15 jours. Mais c'est pas écrit sur l'ordonnance. Plus tard 15 on explique. C'est pourquoi je dis ceci. Le rôle du dispensateur, parce que c'est lui le dernier verrou avant que le patient aille à la maison. C'est pourquoi il doit lui expliquer la posologie. Docteur, je reviens encore. Il doit, parce que si jamais il n'avait pas bien compris chez le médecin, c'est là qu'il doit. Docteur, je reviens. Docteur, je reviens. Là, nous sommes en train de faire la préparation de la gestion des officines de structure, différents de ce qui est des pharmacies du dehors. Chez nous, par exemple, la Chantati, il y a une traçabilité. C'est-à-dire, dans la prescription de médicaments, on vous prescrit. Vous partez chez le dispensateur, vous revenez auprès du prescripteur et vous finalisez auprès de ceux qui enregistrent. Il y a 2 choses différentes qu'il ne faut pas confondre. Il y a le circuit dans le CECI est différent de ce qu'on... Est-ce que, ça c'est Jean Tati, est-ce que dans tous vos CECI, après que vous ayez pris le médicament à la pharmacie, vous partez chez le prescripteur? Oui. C'est comme ça. Systématiquement. Oui. Donc, chez vous, à la pharmacie, on n'a pas besoin d'expliquer la posologie. On peut expliquer. Non, c'est parce que vous voulez un peu dire que la finalité, c'est le dispensateur. Normalement. Non. Attendez. Je vais vous dire une chose. Quand les gens sont bien formés, le dispensateur connaît mieux le médicament que le prescripteur. Docteur, je reviens encore. N'oubliez pas le circuit du CECI. Oui. Ça, Non, c'est mais une formation à la gestion des médicaments. Oui, mais je vous dis une chose. Mon frère, Ça n'a rien à voir. Attendez. Attendez. Là, c'est pas toi qui le fais. Attendez. Oui, d'abord, ça c'est le Suivez, s'il vous plaît. Suivez. S'il vous plaît. Suivez. S'il vous plaît. Non, On te dit suivez. Je dis Attendez. c'est pas comme ça. Ici, là, on n'est pas à la canne. Vous dites que je suis étranger en quoi? On n'est pas à la canne. prescrit. Donc au moment où nous partons dans les ménages, non, c'est vous dites c'est pas normal. Non, mais c'est pas normal. Je vous dis une chose. Je vous dis une chose. C'est quoi ce genre? Si le dispensateur est bien formé, Oui. d'accord? Vous êtes dispensateur est bien formé. Normalement, il connaît mieux le médicament que le prescripteur. Tout à fait. Ça, c'est de un. De deux. Si je vous l'avais dit ici, là, je peux prendre 5 minutes, si vous voulez. Je vais vous balancer toutes vos ordonnances des prescripteurs. Vous allez voir tout ce qu'il y a comme aberration dessus. C'est pourquoi on insiste. Et même sur le plan législatif, l'ordonnance, qui est responsable de ça? C'est celui qui s'occupe du médicament.
Oui, allez-y. Docteur Jean-Pierre, je n'ai jamais vu là où le dispensateur de médicaments ou bien le pharmacien est en prison par une prescription. C'est le prescripteur. Bon, docteur, on a dit Attendez, parce que... non, parce que j'en viens. Oui. J'en viens. Si aujourd'hui, il y a une prescription qui n'est pas bonne, qui est arrivée à la pharmacie, je vais dire par exemple 2 médicaments antagonistes. Ça arrive à la pharmacie. Le pharmacien sait. S'il sait, c'est lui qui est responsable. C'est pourquoi, on va le dire après, le pharmacien, quand l'ordonnance n'est pas bonne, il retourne. Je ne sais pas, il retourne. Parce que dès lors qu'il sait la responsabilité du médecin, donc, parce que le propriétaire du médicament en manque en décision, c'est le pharmacien. Vous savez, vous allez faire une mauvaise prescription. On vous amène dans les pays où il y a le droit. Oui. On vous amène au tribunal. Vous allez lui dire, dans la limite des connaissances actuelles, on traite le palu avec un antibiotique. On va vous dire, connaissances actuelles, prouvez-nous que c'est des connaissances actuelles. Vous allez prouver, vous allez dire, c'est le livre ceci qui a dit ça. Oui, vous êtes dégagé. Et quand on va appeler le pharmacien, on va dire, mais ce médicament-là, il a des effets secondaires comme cela. Ça ne peut pas conduire à la mort. Si, mais pourquoi vous avez donné? Ah non, c'est pourquoi on dit l'ordonnance, là, c'est un ordre. Et donc, toi qui donnes l'ordre, tu assumes ta responsabilité. Jusqu'à ce que l'autre exécute. Dès lors qu'il exécute, il y a transfert de responsabilité. D'accord? C'est pourquoi le premier travail, ça nous sommes ici au CECI. Mais quand je fais aux pharmaciens qui sont en ville, le premier travail, c'est ce qu'on appelle l'analyse de l'ordonnance. L'analyse de l'ordonnance. Est-ce que tous les médicaments qu'il y a sur l'ordonnance, ça correspond à l'âge et au poids de l'enfant. Ça correspond au sexe du patient. Première des choses. Deuxième des choses, est-ce que les médicaments là, 2 ou 3 là, peuvent aller ensemble? Et ça, le médecin il n'a pas appris à l'école. Est-ce que ça peut aller ensemble? Ah non, leurs effets vont s'additionner, on peut arriver à ça. À ce moment-là, non. Ah oui. Et qu'est-ce que je fais? Il doit faire, il doit appeler le médecin pour lui dire ce que vous avez mis là, les doses ne correspondent pas. S'il dit non, servez, il a maintenu son ordre. À ce moment-là, je le préciserai sur l'ordonnance qui repart. C'est pourquoi on demande, dans les ordonnances que nous devons passer, il n'y a même pas le nom du prescripteur, il n'y a pas le numéro de téléphone du prescripteur, sinon on ne peut pas appeler. Quand c'est comme ça, renvoyez le malade. Renvoyez le malade. Parce que c'est vous, au niveau de la pharmacie, qui êtes garant du médicament, et en servant, vous engagez votre responsabilité. Oui. Le médecin est responsable du corps du malade. Le pharmacien est responsable du médicament. C'est pour ça qu'ils doivent travailler ensemble. Merci. Je voulais ajouter une chose, que dans le cadre de la rationalisation des centres de santé, le profil du poste du clerc a cette indication bien précise. Le poste d'entrée et de sortie du CECI, c'est le clerc. Et c'est à ce poste que le clerc doit rendre le sachet des médicaments, sortir, déballer ces médicaments, un à un. C'est ce qui est dit ici. Ça, tu prends le matin, ça, et c'est là où on ne va même pas des bâtons. On ne décide même pas des bâtons. C'est le rôle du clerc. Le rôle du clerc, ce n'est pas toujours ça. C'est expliqué également parce que le malade est rentré par lui, doit ressortir aussi par lui, ou que lui, il explique. Tenez compte de ça. Maintenant, j'insiste. Est-ce que le patient fait la pharmacie de qu'est-ce qu'il va faire chez le patient? Mon père est loin. Si tout est acheté,
Et il a compris la leçon. Ça, c'était le rôle du clerc. Ce n'est pas le rôle du presbyteur. Lui, il reçoit les patients, il consulte. Imaginez que le même patient qu'il a reçu, qu'il a consulté, il a encore une file d'attente. Il va à la pharmacie, il revient encore chez lui. Vous voyez la durée? Normalement, ce n'est pas le prescripteur qui reçoit. Et le clerc fait ce qu'on appelle un travail de contrôle de conformité. C'est-à-dire qu'il regarde l'ordonnance ou le carnet de prescription. Il regarde les médicaments. Il les sort. Normalement, qu'est-ce qu'il fait? Il dit comme ça. Yaï aspirine. Geza façon kunoya. Chose. Ah d'accord, c'est bon. Avec Mouzabavé, ça veut dire que le travail n'a pas été fait en amont. Et lui il corrige. C'est là où il prend ses bâtonnets, il écrit dessus. Ce n'est pas le travail du prescripteur. Parce que matériellement, ce n'est pas possible. C'est le travail du clerc. C'est lui qui est à l'entrée, c'est lui qui est à la sortie. Mais lorsque le travail a été fait à la pharmacie, en fait, c'est des verrous qu'on met pour s'assurer. Lorsque le travail a été fait à la pharmacie, correctement à la pharmacie, quand on va lui demander, tu sais comment prendre l'aspirine? Oui. Une fois le matin, une fois à midi, une fois le soir. Ça veut dire que le message est bien passé. D'accord? C'est des choses peut-être petites, mais qui sont très importantes et qui sauvent des vies humaines. Maintenant, si dans vos sessions, les malades reviennent toujours chez le presbyteur, j'imagine ça à l'oubli. Votre charge de travail, je ne sais pas comment vous gérez. Je ne sais pas comment vous gérez. Et le clerc à la fin, il fait quoi? Bon, ce n'est pas tous les cessiers. Les clercs sont obligatoires par rapport au père, membre du père. Mais quand le patient arrive, qui prend les constants? C'est la gestionnaire. Hein? Quel gestionnaire? C'est qui a l'accueil. C'est normalement, c'est le travail du clerc. Bon. C'est pas le travail du clerc. Dans les CC, il n'y a plus de clerc. Dans les CC, il n'y a plus de clerc. Non, ne dites pas ça devant moi. Pas tous les CC. Ne dites non, écoutez, les CC sont standards. Il n'y a pas de CC spécifiques à Makelekele et pour les autres districts. Comment aujourd'hui on peut déclarer dans cette salle qu'il n'y a pas de CC, il n'y a plus de clerc? Non, mais soyons sérieux. Il y a des clercs dans tous les CC. Et on a dit, étant donné que l'État est en train d'envoyer le gestionnaire c'est le chef du CC. C'est plutôt le chef du clerc. Le gestionnaire est assis quelque part. Mais celui qui reçoit, ce n'est pas le gestionnaire, c'est le clerc. Le clerc reçoit et rend compte au gestionnaire. Ah? Non, c'est le gestionnaire qui reçoit. C'est-à-dire que vous avez balayé les clercs. Mais à ce moment, d'accord. Donc, c'est le qui voit le. Mais vous n'avez pas changé le système. Mais ça date, on n'a pas. Écoutez, moi je parle système. Vous comprenez? Écoute-moi d'abord. Je parle d'un système de santé. Vous comprenez? Il n'a jamais changé. S'il y a des choses à changer, ce n'est pas moi qui va changer, c'est plutôt vous qui allez changer. Vous comprenez? Je suis dans le système de santé qui n'a pas changé, qui a toujours un clerc au sein du CC. Vous comprenez? Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de clerc. Ça, ne développez pas ça. Je vous le défends. Ne défendez pas ça. Sachez que vous avez l'obligation d'avoir des clercs. Moi, ce que j'allais vous suggérer, comme réponse, gérer l'information. C'est une information que vous pêchez dans la salle, gérer l'information. C'est ce que je gère comme info. Attendez, attendez, s'il vous plaît. Il y a deux choses. La première des choses, donc chez vous, celui qui voit le patient en premier, c'est lui qui prend les constantes. C'est lui qui enregistre le malade et tout. D'accord. Qui voit le patient en dernier? Monsieur le docteur. Attendez. Comment tu peux pas écouter toi ici? C'est le gestionnaire aussi qui voit en dernier. Donc, il faut lui donner. s'il vous plaît,
Il faut donc lui donner les capacités attendues du clerc. Et à ce moment, il va faire ce contrôle de conformité. Parce que ce contrôle-là, ce n'est pas lui qui prescrit, c'est pas lui qui dispense. Lui, il s'assure que tout s'est passé de façon conforme. Il prend le carnet, il prend les médicaments, il contrôle qu'il y a tous les médicaments qui ont été prescrits. Il s'assure que le patient sait comment prendre ses médicaments et il libère le patient. Et ça, ce n'est pas difficile à mettre en œuvre. Donc, renforcer les capacités de ces gestionnaires-là en leur expliquant ce qu'ils doivent faire. Puisqu'ils savent déjà prendre des constants, ça veut dire qu'ils savent lire un carnet et qu'ils peuvent reconnaître le médicament. Appelez les clercs et non gestionnaires. Parce que ce poste-là n'existe pas. Appelez les clercs. Le poste-là n'existe pas. Oh, c'est maintenant, ça c'est vraiment une discussion, il faut essayer de voir. Parce que quand un problème se pose, on l'analyse. On l'analyse. Ça se pose visiblement dans le district sanitaire de Makelele. Il faut voir si ça se pose dans un autre district sanitaire. Si c'est ça, Makelele, c'est spécifique, il faut ramener Makelele sur le droit chemin. Si maintenant, ça se retrouve dans plusieurs, à ce moment, il faut s'asseoir pour dire pourquoi ce poste-là est en train d'être supprimé. Peut-être parce que, au niveau opérationnel, on se rend compte qu'il n'est pas nécessaire. Parce que, bon, ça nous fait des charges, ou bien ça fait ceci, ou bien le gestionnaire pas trop de travail, ça lui permet. Il y aura une raison qui va être donnée. Maintenant, on regarde, c'est ce qui fait, comme on appelle des évolutions dans tout système. Aucun système n'est figé. Vous savez, à un moment donné, le Congo, on n'avait pas de premier ministre. N'est-ce pas? C'était la même constitution. On n'avait dit pas de premier ministre. Après, on a eu coordonnateur de l'action gouvernementale. Tout ça est dans la même constitution qui dit qu'il n'y a pas de premier ministre. Après, on a changé, on a dit, bon, maintenant, c'est des chefs de pôle. Tout ça, on est dans la même constitution. Et à la fin, on a encore nommé un premier ministre. Mais on a dit qu'il n'est pas chef du gouvernement. Parce que la constitution n'a pas prévu le chef de gouvernement. Donc, il est devenu premier ministre. Et après, quand on est arrivé au changement de constitution, on a rétabli le poste de premier ministre. Parce que chef de gouvernement. Parce qu'on a avancé, on se rendait compte qu'on arrivait peut-être mieux à fonctionner sans premier ministre. Donc, on a cherché des formules jusqu'à arriver. C'est comme là. Si ça pose problème, il faut en discuter. Et voir, est-ce que ça se nécessite de faire évoluer les institutions. D'accord? Mais le plus important, c'est la fonction. Parce que visiblement, la fonction est toujours mise en œuvre. Mais il faut donner à celui-là les capacités d'assumer cette fonction. D'accord? Oui. Et même pour vous décharger vous-même, faire revenir. Vous savez, normalement, dans le circuit, c'est vrai que vous avez dit, je suis sorti un peu des soins de santé publique. Dans le circuit, normalement, le patient ne revient pas sur ses pas. Sauf que entrée unique, sortie unique, donc il fait comme ça là. Il ne revient pas sur ses pas. Donc on ne peut pas dire, il est allé à la pharmacie, il revient à la consultation. Parce que la prescription, c'est la consultation. Donc il est allé à la pharmacie et il revient à la consultation. Ce n'est pas souvent recommandé dans le circuit. Donc, après la pharmacie, c'est la dernière étape. Normalement, il sort. Et donc, à la porte, il retombe. C'est pour ça qu'il s'appelle clerc. Le clerc, c'est celui qui est le secrétaire qui est à la porte. Il a la porte à l'entrée, il a la porte à la sortie. Non, le clerc, c'est celui qui est à la porte. Oui. Donc, il est à l'entrée. Pas l'entrée, c'est l'accueil. Et il est à la sortie. Sa position, c'est à la porte. D'accord? Vous voyez que, excusez, c'est-à-dire, même quand vous écrivez le circuit du malade, vous n'avez jamais écrit au premier poste gestionnaire. Vous n'écrivez jamais ça, vous écrivez clair.
Regardez tous vos circuits du malade. Il n'y a pas le mot gestionnaire. Donc voilà pourquoi, même si ce sont des gestionnaires, mais appelez-les clercs. Ils remplissent la Que les fonction termes, de clerc. c'est ça. Ils remplissent la fonction. S'il vous plaît, docteur. Oui. Bon, moi je ne sais pas. Est-ce que ceux qu'on a mis comme dispensateurs, est-ce qu'ils sont outillés de jouer ce rôle-là? Parce que, bon, pour certains, est-ce qu'ils connaissent correctement tous les produits? Parce que quand le prescripteur écrit, et puisque le dispensateur est le dernier, la dernière personne, donc il doit tout connaître de ces produits, qu'est-ce que ça fait en additionnant ces 3 produits par exemple, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que le dispensateur est censé connaître? Voilà. Il est censé connaître. Je dis bien, il est censé connaître. Maintenant, je ne peux pas vous dire si celui qui est à Kingwari connaît. D'accord? Maintenant, la responsabilité du chef de centre, pas du prescripteur, qui est le superviseur de celui-là, de s'assurer, sa responsabilité est de s'assurer que celui qui est là fait bien son travail. Donc, il connaît. La responsabilité des équipes de supervision qui sont au district sanitaire, c'est justement de venir voir et de s'assurer que celui-là connaît ça. D'accord? Parce qu'il devrait, normalement, s'il est nommé là, il devrait. Et comme je dis sans cesse aux autres, avant c'était difficile, maintenant c'est facile. Même avec votre téléphone, et de plus en plus, je vois même dans les sessions, il y a le wifi. Maintenant, quand vous êtes assis dans votre pharmacie, vous regardez le médicament, allez sur Google. Il y a Google, ou bien il y a l'IA. Allez, vous allez voir, on va vous dire les contre-indications, on va vous dire les associations non recommandées. C'est comme ça que vous allez devenir. Bon, si j'ai posé cette question, docteur, c'est parce que chez nous, nous avons cette difficulté-là. Nous avons cette difficulté. Allez-y. Nous avons cette difficulté de dispensateur. Parce qu'on a pris un élément manquant effectivement du personnel, on a pris un élément qui doit jouer ce rôle-là. Mais il n'a pas une formation comme telle. Ce qu'on fait quand c'est comme ça, il faut maintenant l'envoyer en formation. Mais même vous-même, il faut aller régulièrement en formation. Parce que si vous n'allez pas en formation, vous allez même être dépassé. Tout le monde. Vous avez vu, donc, quand on passait, on posait la question. Est-ce qu'ils ont eu une formation initiale? Oui, non. Est-ce qu'ils ont été en formation continue depuis? Parce que même s'il est sorti de l'école il y a 10 ans, aujourd'hui il peut être dépassé. Je suis sûr que parmi vous, il y a au moins une personne qui a découvert ici ce que vous connaissez. C'est pour vous dire que la formation ne s'arrête pas. Donc, quand vous constatez qu'il y a une faiblesse quelque part, il faut. Mais la formation, ce n'est pas seulement l'envoyer à un. La formation peut être l'envoyer dans un autre CECI. Travailler avec. Si vous savez que là-bas, il y a quelqu'un qui travaille bien. Vous l'envoyez là-bas. Vous lui dites tous les jours, toi ici, là, tu termines à midi, tu vas travailler avec celui qui a tête CECI. C'est ça la formation. La formation, ce n'est pas forcément aller faire le concours de travail, non. Non, vas-y, vas-y, je vous ai dit que j'étais content. Quand elle a dit qu'elle est secrétaire d'administration, mais quand elle a dit qu'elle est dispensateur de médicaments. Mais elle est secrétaire d'administration. J'ai dit, ça gêne parce que des gens comme ça qui après deviennent même meilleurs que les autres parce qu'elles se sont intéressées. Donc, si vous la prenez, vous l'envoyez dans 3 CECI. Allez travailler au contact de ceux qui sont des CECI. Peut-être que vous aurez des résultats meilleurs que
ceux qui ont été formés comme vendeurs en pharmacie. C'est possible. Donc, s'il y a un problème de capacité, oui, il faut travailler à renforcer les capacités. Donc, tout ce que j'ai eu à faire, je n'ai jamais considéré qu'un agent qui travaille sur le terrain ne connaît rien. Je n'ai jamais considéré qu'un agent qui travaille sur le terrain n'est pas à sa place. Je dis non. Je dis c'est un agent qui n'a pas été encadré. C'est ça. Lui, il a la volonté, mais il n'y a personne pour l'encadrer. Il faut qu'on l'encadre. Donc, il faut qu'on encadre le collaborateur. D'accord? J'ai compris. Donc, dans les fonds qui viennent au COSAC, on a vu même de temps 2000 pour payer le transport de notre collègue pour qu'il vienne, ne serait-ce que travailler au district. Alors, on continue. Nous étions sur la dispensation. Voilà les éléments clés de la dispensation qui ne doivent pas manquer. Quand prendre le médicament? Quand prendre le médicament? Combien en prendre? Pendant combien de temps prendre le médicament? Parce que sur l'ordonnance, ça ne figure pas toujours. Je vais à la maison, je cours. Comment prendre le médicament? À jeun, au cours des repas. C'est ça ce que englobe la posologie qu'il faut expliquer aux patients. Mais quand il a fini de lui expliquer la posologie, il doit alors lui montrer, pour certains médicaments, comment préparer la dose. Bien. Je vais poser une question. Si aujourd'hui, quelqu'un vient avec un flacon de ibuprofène GH, dans ibuprofène GH, il y a une seringue, n'est-ce pas? Il y a une seringue dans ibuprofène GH, le seringue. Il y a une seringue. Si quelqu'un vient avec cette seringue-là, plutôt, comment on appelle ce flacon-là, et qu'il perd la seringue, il revient vers vous. Comment il va prendre le sirop pour donner à, comment on appelle, à l'enfant? Parce que quand on met la pipette, c'est-à-dire que c'est par rapport au poids. Allons-y. Oui? Quelle cuillère? Cuillère à café. Quelle cuillère à café? La petite cuillère. La petite cuillère. Mais quand il y a une seringue, quand il y a un gobelet douceur, on ne remplace pas par la cuillère. Est-ce que vous savez? La cuillère à café est approximative. On croit que c'est 5 millilitres. Vous avez mesuré, vous êtes sûr que c'est 5 millilitres. Le fabricant va mettre une cuillère à café quand le dosage n'a pas besoin d'être précis. Quand c'est un dosage précis, vous allez voir, il va vous mettre ou une seringue, ce que vous appelez PET, une seringue, ou il va vous mettre dedans un gobelet douceur. C'est ce genre de choses. Parce que sinon, quand il arrive à la maison,
laver le gobelet là tout le temps, là où bien la céréale, là, si tu sais utiliser, il risque de prendre une cuillère de nage. Ça ne sera plus la dose nécessaire. D'accord? Ça, ce n'est qu'un exemple important dans la préparation du médicament. Mais on a aussi des problèmes avec le comprimé. Quand un comprimé est émis, il coupe le comprimé comment? Sauf si c'est un comprimé, on ne coupe que le comprimé sécable et c'est mentionné. Ce sont là des informations importantes à donner aux patients. Ce sont des informations importantes à donner aux patients pour être sûr qu'il va bien prendre son traitement. Et s'il s'agit d'une suspension buvable, il faut lui dire, on a dit tout à l'heure ce qu'était la suspension, n'est-ce pas? L'eau là qu'on ajoute, c'est juste en haut. Il faut retrouver le trait. Parfois le trait c'est sur l'étiquette. Parfois le trait c'est sur le flacon. Il faut lui montrer. C'est ça. Et de préférence, on ne va pas mettre l'eau de la SLD ou l'eau du bruit. C'est des choses qu'il faut préciser. D'accord? Il faut également dire que même quand on se sent mieux, on ne doit pas arrêter le traitement. Surtout quand il s'agit des antibiotiques ou des antibiotiques. Vous savez pourquoi, non? Vous pouvez vous sentir cliniquement mieux, mais le germe n'est pas mort. Et ça va entraîner des résistances. Une résistance qui est encore plus difficile à traiter. Et enfin, il doit s'assurer que le patient a bien compris les instructions d'utilisation. Et c'est normalement ça le travail du clerc. Il doit dire au patient de conserver les médicaments et produits pharmaceutiques dans un endroit sûr. C'est ce que vous m'avez demandé tout à l'heure. Sûr, c'est-à-dire là où il n'y a pas de chaleur, pas d'humidité, pas de poussière, et hors de la portée des enfants. Et il doit demander au patient de revenir à la pharmacie s'il ressent des signes particuliers après avoir pris le médicament. Il revient d'abord à la pharmacie. C'est ça. Il doit venir dire, j'ai pris le médicament, il y a eu ceci. Et c'est lui qui l'envoie le prescripteur. D'accord? Voilà ce qui est important. Les médicaments ne sont efficaces que s'ils sont correctement pris. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, vous devez le retenir. Quel que soit, même si vous allez travailler dans des cabinets privés, un dispensateur de médicaments n'a pas le droit de modifier une ordonnance sans l'avis du prescripteur. On ne modifie pas une ordonnance. On fait de la substitution. On ne met pas de médicaments à la place d'un autre. Et on a vu dans quel cas se faisait la substitution. Entre un précepte et ses génériques, ou entre des génériques d'un même groupe générique. N'est-ce pas? Mais pas dire que non, il est venu, il avait besoin de, je ne sais pas moi, ofloxacine. Je lui ai donné de la ciprofloxacine. C'est tout de même. D'accord? Pour le faire, il faut rappeler le prescripteur. Et si on n'arrive pas à joindre le prescripteur, il faut retourner le patient. Si je n'arrive pas à déchiffrer l'ordonnance, je retourne chez le patient. On ne dit pas, je pense que ça peut être. Ça n'existe pas. Le changement. Mais ça ne doit pas se faire. Pour changer, il faut que ça vienne du prescripteur. N'oublions pas, c'est ce que j'ai dit. L'ordonnance, c'est un ordre que je donne.
en tant que prescripteur. Si vous avez changé et que le patient a un problème, au tribunal, moi je suis dégagé. On dit au dispensateur, n'exécute pas quand il y a un doute. Parce que dès que tu exécutes, il y a un transfert de responsabilité, c'est toi-même. Donc si toi tu changes, le médecin est dégagé. D'accord? C'est clair ici là avec la dispensation? Oui. Alors, avant qu'on ne prenne notre pause, nous allons voir le deuxième mécanisme, c'est le transfert. Le transfert de médicaments. C'est ce qui se passe entre la pharmacie et certaines unités. Comme on a dit, vous allez donner à la dispensation. C'est le transfert qui doit se faire. La dispensation va avoir un stock de médicaments. Et donc, la chose à retenir, c'est que l'unité, le service qui sert de point de dispensation de médicaments ne devrait pas avoir un stock supérieur à sa consommation d'une semaine. Ça veut dire qu'on doit déterminer aussi ses consommations moyennes mensuelles. C'est pour un mois, on divise par 4. C'est la consommation d'une semaine. D'accord? Ne lui donnez pas un stock d'un mois, parce qu'il n'a pas toutes les conditions de conservation là-bas. Il ne gardera peut-être pas toujours le climatiseur allumé, ce que vous pouvez faire à la pharmacie. Donc on donne le stock d'une semaine. Et ces médicaments-là restent sous la responsabilité de la pharmacie, qui doit faire des supervisions. Ne donnez pas et puis c'est fini. De temps en temps, allez voir comment les médicaments-là sont conservés. Parce qu'il y a un problème avec ces médicaments-là, ça va retomber sur votre pharmacie. Alors, cette mise à disposition, c'est ce qu'on appelle le transfert de médicaments. Et il se fait à l'aide d'un cahier de transfert. Et normalement, chaque unité ou service qui reçoit les médicaments doit avoir son cahier de transfert. Docteur, comment peut se faire le stockage au niveau de cette unité? Au niveau de cette unité, là-bas, il n'y a plus de forme alénique et ordre alphabétique. Non. Enfin, c'est juste un petit stock de médicaments pour sa dispensation. N'est-ce pas? Donc, on doit le mettre dans des conditions qui garantissent sa qualité. Chaleur, humidité, poussière. D'accord? Là-bas, normalement, il n'y a pas de problème de premier à expirer, premier à sortir. Parce que c'est vous qui lui avez remis les médicaments, vous avez payé assez. D'accord? Donc, demain matin, ça repart à la pharmacie? Non. Ça reste reste là-bas jusqu'à ce qu'il finisse et il revient chez vous. Sa piste est sortie déjà. Ça ne peut plus revenir dans le stock. D'accord? Alors, donc ce cahier de transfert, il sert à enregistrer les mouvements entre la pharmacie et le service. Donc, il doit contenir la liste de tous les produits que le service demande. Vous l'avez reçu, on va le mettre au tableau. C'est un cahier ordinaire. On achète un cahier et on trace à la main, tel que c'est mis là, avec deux parties. Il y a la partie réservée aux demandeurs et la partie réservée à la pharmacie. Qui trace le cahier? C'est le demandeur. Le cahier est détenu par le demandeur. Et chaque fois qu'il a besoin de médicaments, normalement, ils sont en début de semaine, il va remplir avec tous les médicaments dont il a besoin. Il va vous dire
quel conditionnement il veut, et il va vous dire ce qu'il lui reste lui dans son stock et combien il demande. Ah non, on vous a donné autre chose. Faites circuler ça, c'est en train de circuler, non? Mais c'est, vous l'avez dans votre... Là-bas, c'est quoi? Non. Ah, ça, oui. Là-bas, c'est quoi? Non, ça, c'est ressorti. Mais ça, on a déjà dépassé ça. Prenez la feuille de ça. Prenez ce qu'on est en train de distribuer. Donc, je disais, il va vous mettre quelle quantité il lui reste là-bas chez vous. Et il va vous mettre quelle quantité il demande. D'accord? Maintenant, quand il a rempli tout ça, il signe et il met la date. Il apporte le cahier à la pharmacie. À la pharmacie, on n'exécute pas, comme on dit, tout bêtement. Parce qu'à la pharmacie, on doit lui donner le poids qu'il met une semaine. Donc, on sait quelle est sa consommation moyenne ou mensuelle. Et pour une semaine, on divise par 4. Vous vous souvenez, on l'a fait ici. Et donc, on regarde. Voilà ce qu'il est en stock. Et il demande ça. On fait un réajustement. Lui, s'il demande une boîte de 1000, on n'est pas obligé de donner une boîte de 1000. On peut lui donner 5 plaquettes, disons 20 plaquettes de 10, de 200. Parce que nous avons vu ici, là, qu'il en a encore. Et il demande trop. Voilà ce qu'on va dire. Et quand on a mis le conditionnement servi, la quantité servie, comme je dis, qui n'est pas forcément la quantité demandée, parce qu'on peut faire un réajustement à la hausse ou à la baisse, et on met le prix unitaire, le prix total. Pourquoi le prix unitaire, le prix total? Parce que ça sort de chez nous. D'accord? Et quand ça sort de chez nous, lui, théoriquement, il va le vendre là-bas. Donc, il faut bien que le prix soit mentionné, c'est qu'il sache. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair, mais c'est clair pour tout. Pourquoi c'est que... Attendez-nous. Alors, en réalité, sur le terrain, ce serait en principe le service demandeur dépose au chef de centre. Le chef de centre. C'est le chef de centre qui regarde et valide. Voilà, on dépose À la pharmacie. Sinon, lui-même, en tant que poste, il peut parler de droit sans passer par le chef de centre. C'est bien cela. Donc, pour Makele Kele, il faudrait ici, là, on mette chef de centre. D'accord? Je dois voir la maîtrise de ces stocks. D'accord? Oui. Maintenant, ici, les réagirages, c'est toujours entre la pharmacie. D'accord? Donc lui, il approuve, il sait que oui, on a demandé. Mais quand ça arrive chez vous à la pharmacie, vous calculez à partir de ces mêmes, si c'est la quantité que vous donnez, à partir de ce qui est en stock, si c'est le conditionnement que vous servez. D'accord? C'est bon? S'il vous plaît, docteur. Oui. Pourquoi les unités doivent encore avoir, c'est comme c'est des petites pharmacies des unités, alors que dans l'enceinte, au sein du centre, il y a une pharmacie qui est bien gérée, et là, on ouvre en quelque sorte une fenêtre pour chaque unité qui doit garder encore les médicaments. Peut-être pas dans les très bonnes conditions, parce que nous savons les unités ce qu'ils sont. Hein? Les conditions ne sont pas viables pour garder, même si c'est une semaine. Hein? C'est peut-être pour la garde, si c'est pour la garde, peut-être. Mais je ne sais pas si... Normalement, tous les médicaments restent à la pharmacie.
Mais comme on a dit, il y a des centres où ils ont des unités qui font de la dispensation. D'accord? À ce moment-là, le malade ne prend pas le médicament à la pharmacie. Il prend là où se fait la dispensation. Donc, ce n'est pas une façon obligatoire. Non, 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 non. Ça, c'est pour les CSI qui ont des points de dispensation à part. D'accord? Mais sinon, la règle veut que ce soit à la pharmacie. C'est bon? Donc, on va, comme on a dit, insérer ici la signature du chef de centre. C'est clair, hein? Au milieu. Alors, donc, ça c'est tout ce que je vais vous expliquer. Comment remplir. Il remplit à son tour le cahier de transfert. Quand il a fini, puisqu'il va sortir les médicaments, il prend les médicaments de son rayon pour envoyer à l'unité. Donc, il doit remplir la fiche de stock qu'on avait vue et sortir les quantités. Il doit remplir le registre de sortie. Et dans le registre de sortie, là, ici, vous avez le registre de sortie. Ici, là, on met le prix comme on a dit. Et ici, référence de caisse, c'est transfert vers telle unité. D'accord? Comme ça, quand on veut contrôler l'argent qui est entré pour ces médicaments-là, on va aller prendre au point de dispensation si on avait bien présenté les tickets. D'accord? Mais pour lui, le médicament-là est sorti. Il ne fait plus partie de ses stocks. C'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des précisions à demander? Oui. On parlait de bouchon de doseur. Si par exemple un patient perd son bouchon de doseur, qu'est-ce qu'on remplace? Quand il perd son bouchon de doseur, vous devez à ce moment-là lui apprendre. C'est vous qui savez quel est le poids. On a dit 5 mg par kilogramme de poids. C'est ce qui est marqué, non? Et vous savez que le sirop, il est un sirop de 125 ml. Alors, soit vous lui demandez d'acheter une autre seringue. Seringue qui n'est plus seringue de sirop là. Seringue, ça peut être seringue à insuline, ça peut être seringue de 5. Et vous savez combien de millilitres il doit tirer. D'accord? Et là, vous avez la dose nécessaire. Si on peut trouver, il a à la maison le gobelet doseur d'un autre sirop, vous lui dites, vous l'utilisez, vous mesurez, et vous prenez là où on a mis le trait 5, par exemple, milligrammes. 5 millilitres plutôt. 5 millilitres. D'accord? Mais le conseil, c'est de ne pas remplacer ou la pipette, ou la seringue, ou le gobelet doseur par notre cuillère de la maison. Oui? Merci pour la parole. Nous sommes à l'école du savoir, puisque là, nous parlons en tant que communautaire. Là, ça dit que les réalités de chez nous, c'est vraiment, ça dit que c'est très souvent rare, sinon quasi impossible, de voir la maman qui est venue, c'est-à-dire qui est venue avec son enfant à l'hôpital. Toute la procédure a été respectée, on lui, c'est-à-dire qu'elle a acheté les médicaments et elle se retrouve à la maison. Par rapport au cas de figure dont on a parlé plus tard, si le bouchon doseur se perd, c'est très souvent rare qu'elle ramène, c'est-à-dire qu'elle revient à l'hôpital pour demander des conseils. Bon, c'est-à-dire que dans le sens où elle va trouver des alternatives. On se laisse moins, puisque dans nos habitudes quotidiennes, on utilise la cuillère. Nos mamans,
quand je dis non maman, c'est qu'il faut de la communauté. Parce que c'est la maman qui s'occupe toujours de l'enfant. Donc, à ce moment, s'il ne faut pas utiliser la prière, les alternatives seront écrites. Parce qu'on peut se retrouver au niveau de la communauté quand on se retrouve sur cette situation. C'est ce que je viens de dire et c'est ce que j'avais mis. C'est au dispensateur. Il n'attend pas que la maman revienne lui dire. C'est quand il fait sa dispensation, quand il lui explique c'était comment préparer. Comment préparer la dose. C'est à cet endroit-là qu'il doit tout dire. Il doit lui dire, ça là, tu tires juste ici, là tu donnes. Mais si jamais ça se perd, ne donne pas avec la prière de la maison. Tu cherches une autre prière comme ça, un autre gobelet comme ça. Si tu ne trouves pas, reviens. L'avantage du CECI, c'est que c'est un centre communautaire proche de la communauté, de la population. Donc n'hésitez jamais de dire aux patients, s'il y a un problème, reviens. D'accord? Parce que si vous ne lui avez pas dit, il n'a aucune alternative là-bas. Comme vous avez dit, ben, il va prendre ce qu'il a et puis donne. Parfois, il va dire, bon, il prend la cuillère à soupe, là, il divise en deux et puis il donne. C'est ça. Oui. Parce qu'il lui-même, il va trouver sa solution. Mais qui ne correspond pas à la dose nécessaire pour traiter. C'est pour cela que pendant la dispensation, il y a un certain nombre de choses que vous devez faire spontanément devant tous les patients. Si c'est un comprimé, voilà, il faut attirer l'attention sur ça. Il faut lui dire, attention, il faut le couper, mais là où il y a le trait. Si c'est un comprimé, c'est calme. Si c'est un sirop, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois éviter de faire. D'accord? On anticipe. Mais attendre que lui ne revienne pour lui, ah oui, c'est bien, tu es revenu comme tu appelles. Il ne reviendra jamais comme ça. D'accord? Monsieur le directeur, tel que vous le dites, il y a une situation qui s'est produite dans un CECI. Oui. C'était, je crois, en 2015. C'est une dame qui vient, une femme enceinte, à qui on donne des ovules, comme je l'avais expliqué tant de fois ici. La dame change de mode, au lieu de mettre là-bas, dans la bouche. Elle le revient explique moi tout ce que j'ai pris là. Je prends le goût. Je sais quel genre de. Et quand elle a exposé ce qu'elle avait, c'est un scandale. Donc la façon de communiquer, si elle n'est pas certaine, en tout cas nous déroutons. Oui. Donc la dame, au lieu de mettre là-bas, directement. Si vous ne lui avez pas expliqué, elle va lire comprimé. Quand je vois comprimé, je fais quoi? Je bois. Qui peut imaginer, s'il n'est pas agent de santé, qu'on peut mettre un comprimé dans le vagin? Personne. Donc dès lors qu'il va lire comprimé, il sait que c'est pour la bouche. Vous savez, je ne vais pas dire en quelle année. Non, je ne vais pas dire en quelle année. J'étais jeune étudiant en pharmacie. Je suis venu à Brazzaville pour faire mon stage. Et je faisais mon stage là, en face de l'hôpital Makelele. Il y avait Sopopharm Makelele. Pour ceux qui sont à Makelele, les gens qui l'entendent, ils savent que là, en face du rond-point, ça c'est Sopopharm Makelele. Oui. Et ici, il y avait déjà l'hôpital Makelele. Nous travaillions à l'époque, c'est pas comme maintenant, où les pharmacies ont ouvert du matin au soir. On faisait les deux temps. 8 heures, je crois, 8 heures, 7 heures, 12 heures, et puis 14 heures, 19 heures. C'était comme ça qu'on travaillait. Et j'ai travaillé le matin, après je suis parti à la maison, je suis revenu. Pendant que je suis au comptoir, je vois un monsieur qui arrive avec sa dame. Et dès qu'ils entrent, la dame dit Niadi. Et puis quand ils arrivent, quand le monsieur arrive, sans rien dire, heureusement, les comptoirs c'est bon quand c'est grand quand même.
Donc, dès qu'il est arrivé, il a envoyé son... J'ai vu le coup de poing venir vers moi comme ça. J'ai reculé, ça ne m'a pas touché. En un rien de temps, il a sauté le comptoir. Et il m'a attrapé. Heureusement. Maintenant, là, dans les pharmacies, vous mettez des femmes. Je ne sais pas pourquoi. Il y a que des femmes qui travaillent dans les pharmacies. Vous mettez aussi des hommes. S'il n'y avait pas un homme là, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Parce qu'il a sauté le comptoir et il m'a attrapé. Et c'est l'homme qui était là qui s'est jeté sur lui. Et la bagarre finalement, c'était le pharmacien, il dit, on est sorti, qu'est-ce que c'est? On a réussi, il dit que oui, il a voulu tuer ma femme. Sans preuve. C'est l'ordonnance. Il a voulu tuer ma femme. On nous amène dans le bureau. Il faut expliquer, donc la calme, ensemble avec ma femme et tout là. Imaginez dans quel état je pouvais me trouver. Et puis il explique, c'est quoi? Il sort de l'hôpital Makéléké. Et puis, il sort, regardez ce qu'on a retiré de la gorge de ma femme. Il a le courant, un coton comme ça. Oui, ça vient d'où? Oui, ça vient d'où? Ah, c'est lui qui lui a donné ça. Lui, il me regarde. Tu lui as donné ça? Je dis, je ne sais même pas de quoi il s'agit. La femme qui dit, c'est lui. Ce matin, j'étais là, c'est lui. Heureusement que le pharmacien, c'était, je peux dire, un monsieur âgé, posé. Il dit, bon, calmez-vous. Et puis, comme il était ici, donc on parle facilement du français, maintenant pour passer en langue. Non, maman explique ce qui s'est passé. Comment il a fait pour te donner ça? Il savait, surtout, que cette femme, elle va rendre visite à sa copine qui est malade. Qui est couchée. Non, à la maison. Qu'est-ce que la copine avait? La copine avait mal au ventre. Mal au ventre, c'est quoi? Non, ce sont ses périodes. Et donc, elle avait très mal au ventre. Et elle a envoyé, son mari est allé à la pharmacie, lui a acheté des médicaments. Elle a bu les médicaments, maintenant ça va. Et ce qui se passe, c'est que la dame regarde, au chevet du lit, il y avait une boîte. Il y avait des médicaments, mais il y avait une boîte. Et elle va couper le morceau de la boîte. La boîte qu'elle a prise, elle a coupé là où on a écrit le nom Tampax. Vous connaissez Tampax? Oui, c'est un bouchon. Ce n'est même plus sur le marché. Mais à l'époque, les femmes l'utilisaient quand elles avaient leur menstru. À la place de la garniture. Parce que soi-disant c'était mieux. Donc, elle a coupé. Et quand elle aussi arrive, sa période de règle. Dès qu'elle sent le mal, elle dit, ah, pour éviter que je sois comme elle, il faut déjà que je prenne mon médicament. Et puis, elle est venue à la pharmacie avec son bout de papier, le bout de papier. Quand elle arrive à ce niveau, je me rappelle. Elle vient, elle me dit qu'elle veut ça. Et moi, je prends la boîte de Tampax. Je lui remets sa boîte de Tampax. Elle paye, elle est partie. Mais quand elle arrive chez elle, elle sort ça. Quoi? C'était avec un fil. Hein, vous savez comment c'était? Comme une tige comme ça là. Avec le fil. Elle dit, non, ça là, tu ne peux pas boire comme ça là. Au lieu même de demander à sa copine, non. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça c'est sûr qu'on met dans l'eau. Et puis, elle a mis dans l'eau, elle a remué, et puis elle a bu. Et comme elle avait déjà mis dans l'eau, ça a aspiré tout. Et donc quand ça arrive,
au niveau de la trachée, ça coince. Et là, voilà, commence. Et le mari arrive en vitesse, la femme a déjà les yeux exorbités. On l'a prise, on l'a menée sur le terrain. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis on regarde, et puis on voit, et puis on extrait. On lui dit, voilà ce que c'est. Ça vient d'où? Où est-ce que tu as eu ça? Non, c'est à la pharmacie que j'ai acheté. Donc on leur remet ça. Le mari devient furieux. Et puis donc il vient à la pharmacie. Et quand ils arrivent, elle dit que c'est lui qui m'a donné ça. Mais tu es venu demander. Vous voyez? Comme on dit, automédication. Il y a plusieurs problèmes. Automédication. Ce que ça conduit. Mais pire, moi je suis en faute. Je n'ai pas bien fait mon travail. Parce que si j'avais bien fait mon travail, quand elle a demandé ça, j'allais lui dire, madame, c'est pourquoi? N'est-ce pas? Madame, c'est pourquoi? Et qu'est-ce qu'elle allait lui dire? Elle dit non, c'est parce que j'ai mal au ventre. N'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec moi. Et si ma comme non, ça là, voilà comment, à quoi ça sert, voilà comment on l'utilise. D'accord? Vous voyez ma responsabilité à moi? Donc elle n'avait pas trop tort. Mais c'est pas tout. Je crois, 3, 4, 5 ans après, je reviens ici, et puis là maintenant, je peux dire presque pharmacien. Je viens ici en vacances, et puis, ayant déjà travaillé dans plusieurs agences de Sokofar, le pharmacien qui était à Sokofar, Talangay, il a eu un problème de décès. Normalement, quand c'est comme ça, on prenait un autre pharmacien pour l'envoyer là. Et puis on m'appelle, est-ce que vous êtes disponible en ce moment? J'ai dit oui, moi je suis disponible. Allez remplacer le pharmacien de Talangay pendant une semaine. Pas de problème. J'arrive. Maintenant, comme on dit, je ne suis plus le même que quand j'étais au premier stage. Oui. Et puis je suis assis au comptoir, il est 19h moins, on va bientôt fermer. Je vois deux garçons qui entrent en courant. Ils arrivent en courant. Ils entrent. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il dit, préservatif. Il dit, préservatif. Je dis, d'accord, vous de lequel? Puis c'est plusieurs marques. Il me dit, ah, moi je ne sais pas. C'est vous qui devez me dire. Je dis, il y en a plusieurs. Il dit, en fait, il faut me donner celui qui est plus efficace parce que j'étais avec une fille là, mais on dirait qu'elle n'était pas bonne. Je dis, tu étais avec une fille ou tu vas aller avec une fille? Il me dit non. Je viens de finir là. Et quand je sonne, mon ami m'a dit, ah, quand je lui ai dit que la fille en est, il dit, ah, c'est ça, pour éviter les maladies, on avait dit, il faut mettre le préservatif. Non, il faut prendre le préservatif. Il faut prendre le préservatif. Et c'est comme ça que tous les deux, ils viennent à la pharmacie pour acheter le préservatif pour éviter la maladie après l'acte sexuel. Là, on s'est et puis il regarde son il dit, mais donc c'est toi qui m'as dit? Il a dit, moi aussi on m'avait dit que c'était comme ça. Ouais. C'est pourquoi la dispensation, c'est différent de la vente. La première fois, j'avais vendu. La deuxième fois, j'ai fait de la dispensation. Parce que j'ai commencé par lui. Pourquoi? Parce que je dois lui donner le médicament accompagné d'informations, accompagné de conseils nécessaires. Sinon, peut-être que lui aussi serait parti boire.
Vous allez prendre. Matin, midi, soir. Oui. Dans le cadre de la dispensation, quand nous faisons notre dispensation, c'est ce que nous faisons. Nous recevons les malades, ils viennent, nous leur expliquons comment il faudrait prendre le médicament. Maintenant, il y a des moments où, il y a des jours où dans la semaine, nous avons beaucoup de malades. Et c'est un centre qui a une pharmacie. Dans cette pharmacie, il n'y a que 2 agents. Donc, surtout les jours de mardi, nous recevons beaucoup de femmes qui viennent avec les médicaments. Donc, tu te mets là à expliquer. Parfois, tu ne t'attendais même pas, il y a une supervision parfois. Les gens du programme arrivent pour la supervision. Donc, on n'arrive même pas comment se sortir. Parfois, les malades sont là en train de bouger. Ils disent du n'importe quoi. Donc, je ne sais pas s'il faudrait qu'on puisse renforcer la pharmacie dans ce sens-là, dans le cadre de l'effectif des agents. La situation des ressources humaines, on a évoqué ça dans notre dernier, n'est-ce pas? En moyenne, vous avez 2 agents par C6. Mais le nombre de ressources humaines doit aller avec le volume de travail. Si vous avez un grand volume, c'est là où il faut en parler avec les centres pour qu'on puisse augmenter les effectifs. D'accord? Ça, c'est déjà résolu. Ça, c'est déjà résolu. Voilà. On en a parlé à la revue. Je ne sais pas, à la revue, on a résolu ce problème. Ça fait même partie de la recommandation. Il y a des recrutements en vue. La liste vient de sortir. Il est prévu les quotas par les districts sanitaires. Ça va être fait. Sauf que tous nous savons ce qui se fait quelquefois. On vous envoie des secrétaires. Vous comprenez? À un moment donné, c'est aussi à nous de savoir, on regarde et puis on peut aussi adapter. On peut aussi les former comme ça. Quelquefois, il y a des gens qui peuvent peut-être mieux apprendre pour faire la dispensation. On ne sait jamais. Mais dire qu'on va trouver spécialement un pharmacien pour avoir 15 personnes, là-dedans, il n'y a qu'un seul infirmier. Le reste, c'est le secrétaire. C'est le... Donc, c'est la réalité. c'est comme ça que ça se fait. Là, la liste est sortie, mais il n'y a pas mon nom. La liste est validée. Merci. Pour être juste pour l'information, que ça crée une certaine connaissance. Nous avons les habitudes, sinon on ne peut pas besoin en termes de communautaire. On prend le comprimé, on le met sur une cuillère et on l'écrase. On met un peu d'eau, on laisse la pratique là, elle est bonne. Ou bien c'est pas vrai. Il y a, comment on appelle, il y a les comprimés. Non, même les comprimés secs, n'est-ce pas, pour enfants. Donc la dose, c'est celle d'un enfant. Et si l'enfant n'arrive pas à avaler le comprimé, on peut le mettre dans la nourriture, écraser, dans la nourriture, écraser, mettre dans la boisson, écraser, mettre dans l'eau, mais pourvu que, quand on écrase, on ne puisse pas perdre une partie du produit. Ce qui n'est pas recommandé, par contre, c'est de prendre une dose adulte et de couper, écraser pour donner à l'enfant. Parce que, je crois qu'on a dit, dans le médicament, il y a 2 parties. Il y a la partie qui agit, ce qu'on appelle le principe actif, et tout ce qu'on met autour, qui sont les excipients. Mais il y a des excipients qui ne sont pas adaptés à l'enfant. Quand vous écrasez comme ça, vous lui donnez aussi des excipients qui ne sont pas adaptés à l'enfant. D'accord? C'est pourquoi un médicament, il faut le donner selon la forme qu'il contient, le dosage nécessaire. D'accord? Et la quantité requise. Donc, quand on a prescrit à l'enfant un sirop de 125, ne prenez pas un comprimé de 250 vous coupez par 2. Sinon. Si on lui a prescrit un sirop de 250, vous avez le sirop de 125, vous pouvez lui donner 2 cuillères, ça fait 250. Mais on ne change pas comme ça là.
d'une forme adulte pour la donner à un enfant. D'accord? Oui. Allez-y, on va lever cette confusion. Lorsque vous dites que c'est 250, pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couper au milieu pour donner la moitié. Dans nos habitudes, nous avons, c'est-à-dire que cette pratique, là où on dit, bon, c'est 250, je divise. Je sais qu'en divisant, c'est la moitié, c'est 125, et là aussi, c'est bien, c'est 125. Quelque part, vous dites, si c'est 125, on peut adapter les deux pour que ça fasse 250. Mais le contraire, non. Voilà pourquoi Parce que je dis, dans la dose d'adulte, il y a des excipients qui ont été préparés pour cet âge-là. Ça n'a rien à voir avec le médicament qui agit. Mais c'est tout ce qu'on a mis autour pour permettre d'avoir une bonne couleur, un bon goût. Peut-être que ça ne peut pas marcher chez l'enfant de cet âge. Souvenez-vous, je vous ai dit, même quand on fait la substitution, il faut regarder si on a mis dessus, il y a des excipients à effet notoire. Il ne faut pas substituer. Vous voyez, ça même pour vous, adultes, le même médicament. Et parce que là-bas, il y a des excipients où on a trouvé que ça peut réagir. N'échangez pas. Échangez si c'est un à effet notoire, quoi, un à effet notoire. Vous ne prenez jamais un à effet notoire pour remplacer celui qui n'a pas d'effet notoire. D'accord? C'est pareil. Quand je fais mon comprimé de 500 mg, j'ai mis la quantité d'excipient qui correspond à 500 mg. Donc, c'est peut-être un adulte, mais qu'un enfant ne peut pas supporter. Donc, si je coupe, c'est bien. Il aura ces 250 mg de la partie qui agit, mais il aura aussi ses excipients. Ce qui peut ne pas être bien. Donc, vous verrez même, très souvent, sur les notices, on va vous dire, pour des enfants, il existe des formes adaptées. On vous précise ça, pour que vous ne puissiez pas procéder ainsi. D'accord? Maintenant, lorsque nous, c'est-à-dire que nous achetons les médicaments en forme de gélule, très souvent aussi, on prend, on ouvre, on boit et les gélules là, on jette. Parce qu'il y a d'autres qui disent, en buvant avec la gélule, ça crée un dépôt. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un dépôt. Donc moi, je ne peux pas prendre, c'est-à-dire qu'avec gélule, il faut que j'ouvre. Ça, c'est la communauté. Non, justement, il faut dire à la communauté. Pourquoi celui qui a... Je reviens toujours sur les mêmes phrases. Celui qui a fabriqué la gélule, là, ne peut pas fabriquer le comprimé. Il ne peut pas. La gélule est plus difficile à fabriquer que le comprimé. Si vous remarquez, les gélules coûtent même plus cher que les comprimés. Pourquoi on fait une gélule? On fait une gélule quand le médicament qu'on veut vous donner là est agressif. Ça, c'est quand le médicament qu'on veut vous donner là, c'est un médicament qui peut être absorbé depuis la partie haute du tube digestif. À ce moment, ça va plus agir. C'est pour cela que on va mettre le produit dans une gélule. La gélule fond dans l'estomac quand elle sera au contact et de la température, 37 degrés, et des sécrétions acides de l'estomac. C'est là que ça va, la gélule va fondre, ça disparaît. Et le produit maintenant, va pénétrer dans l'organisme pour agir. Mais quand vous ouvrez la gélule, il y a deux choses qui peuvent se produire. Si c'est un produit qui attaque, ça veut dire qu'il va vous brûler ici. D'accord? Il va vous brûler là. Vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte parce qu'une fois, 2, 3, 4, 5 fois que vous allez prendre, la brûlure peut augmenter. Puis un jour, vous commencez à ressentir ou des démangeaisons ou des douleurs ici là parce que vous avez agressé votre machine.
votre œsophage qui produit votre œsophage. Ou alors, dès que vous prenez, vous savez qu'il y a des médicaments, même qu'on n'a pas besoin d'avaler. On pose sur la langue, ça pénètre, ça part. Donc, quand vous allez mettre vos granules là, qu'il y a dans la gélule, ou votre poudre là, quand vous allez mettre là, ça peut se dissoudre et commencer déjà à traverser l'organisme. Donc, ça ira ailleurs que là où ça devait aller pour agir. 1, vous n'allez pas guérir. 2, ça peut aller vous déclencher autre chose. D'accord? Donc, il est strictement recommandé de ne pas ouvrir des gélules, sauf précision du fabricant. Parce qu'il y en a aussi qu'on met en gélule simplement parce que le goût n'est pas bon à la bouche. Et cela, c'est où vous allez trouver, on va vous dire que vous pouvez ouvrir la gélule et la diluer dans une boisson sucrée ou dans le lait du bébé. Parce qu'à ce moment-là, quand vous mettez dans un jus sucré, vous avez déjà cassé le mauvais goût et vous buvez. D'accord? C'est comme ça. C'est pareil, les suspensions, c'est les poudres qu'il y a dans le sirop. Ne prenez pas la poudre que vous mettez dans la bouche. Non. Reconstituez. D'accord? Super docteur. Bon, il y a des pratiques monocourantes, hein, notamment au niveau du déparasitage. Je crois que nombreux parmi ceux qui sont ici utilisent souvent le comprimé 500 mg pour donner des dénis aux enfants. Je crois que c'est des leçons que c'est ce que je viens de dire. Dedans, il y a des excipients. Si on peut le faire, le fabricant va le préciser. C'est comme j'ai dit, les comprimés qu'on peut diviser là, c'est là où c'est précisé qu'on peut couper. Là où on n'a pas précisé là, ne coupez pas. Parce que la répartition du produit et de l'excipient dans le comprimé n'est pas exactement la même sur l'ensemble du comprimé. Donc vous pouvez couper et vous allez boire là où il n'y a rien. Quand ça peut être coupé, vous allez voir que ça sera précisé. On les appelle toujours comprimés CK. Et très souvent, on met un trait au milieu pour vous montrer là où vous pouvez couper. Les vermifuges pour enfants, vous avez, en fonction de l'âge, vous pouvez donner du, comment on appelle, du 100 mg en comprimé. Ou alors, vous êtes obligé de donner du sirop. Les blancs ne savent pas. Ne savent pas. Comment les blancs ne savent pas qu'on peut couper? Lui, il a fabriqué, il a dit ne coupez pas. Vous, vous trouvez que vous pouvez couper. Est-ce que vous êtes sûr que le principe actif là? Non, docteur, je le dis, on était à l'Organisation sans frontières des Hollandais. Et donc, quand ils arrivent, ils avaient déjà des plateaux, ils avaient des petits couteaux, ils avaient tout. Et donc, nous disaient pour les enfants, il faut couper. Et nous, on coupait. C'était de ces cas? Non. Ça veut dire que le fabricant lui-même, il a dit que mon comprimé, il ne faut pas couper. Surtout la pénible. Lui-même, il a dit mon comprimé, il ne faut pas couper. Et non, on coupait. Malheureusement, il y a des choses que je ne veux pas dire. Vous savez, et ça c'est souvent chez les humanitaires, on a été confronté à des situations où ils disent ça c'est pour les petits nègres. Donc on peut faire comme ça, c'est pour les petits nègres. Je ne dis pas que ça vaut Hollandais, mais on a été confronté souvent avec les humanitaires français pour faire très attention. Dit oh, on se tourne comme ça, c'est pour les petits nègres. Alors que c'est pas. Ils ne donneront pas ça à leur enfants. C'est ça. Oui, merci de la parole. Mais lorsqu'on prend par exemple un comprimé de paracétamol, soit avec un thé mélangé avec le lait, est-ce que c'est incompatible? Ou alors le principe actif reste le même? Non, je n'ai pas vu de contre-indication. Le principe actif va rester le même. Si il y a une contre-indication, on vous dira ne prenez pas ça avec le thé. Comme je disais hier, ne prenez pas ça avec l'oseille. Maintenant, le jour où vous allez prendre ça avec le thé et que vous constatez quelque chose, vous revenez dans l'hôpital.
mais je n'ai pas encore vu de contre-indication de paracétamol avec le thé ou avec le lait. On va vous dire de prendre ça avec une boisson. Non, on pense avec paracétamol, on pense avec l'eau plate, comme on dit. Non, je dis, ce n'est pas contre-indiqué. Donc, je ne peux pas dire que c'est mauvais. S'il avait déjà trouvé que c'était mauvais, il le mettrait, ne pas prendre avec une boisson chaude, par exemple. Or, il n'a pas dit ça. Et je vais vous dire, moi-même aussi, j'ai déjà eu à prendre le paracétamol, pendant que je suis en train de prendre mon. Je n'ai pas senti quelque chose de mauvais, mais je ne peux pas dire que c'est bon aussi. Il n'a pas précisé. Enfin, le propriétaire du médicament, c'est lui qui sait ce qu'il y a sur son médicament. Moi, je découvrirai le jour où il y aura un problème dessus. Je vais dire, ah, il y a une personne. C'est une personne, je vais dire, peut-être que c'est lui. C'est un acte de la matrice. 3 personnes qui disent la même chose, je vais dire, ça devient sérieux. Mais c'est ça la pharmacie. Je pense que en ce qui concerne les expiants, qui peuvent s'adapter. Maintenant, il y en a qui parlent de la dose des enfants. Est-ce qu'en ce moment-là aussi, on peut parler des concentrateurs sur les... Non, parce que les excipients chez les enfants, c'est tellement faible qu'il n'y a pas trop d'incidence sur l'adulte. Et ce n'est pas la peine. Vous voyez, le sirop, je vais prendre comme ça. Sirop d'amoxicilline 250. N'est-ce pas? Vous, adultes, on va vous dire qu'il faut prendre 2 comprimés d'amoxicilline 2 fois par jour, dans 1 gramme. Donc vous allez prendre 4 euros. 4 euros. En tout cas, nous, au niveau de notre fondation, on dit ne donnez pas à un patient d'accord de premier pas. Si on sait que c'est un enfant de 10 ans, ne lui dites pas de prendre 2 cuillerées de 125. Donnez-lui directement une cuillerée de 250. Ça, c'est ce que nous faisons en formation. Pourquoi? Parce que, même si c'est le cas, quand on dit, comment on appelle, un enfant qui doit prendre une cuillerée de 250 mg, c'est 250 mg pour 5 ml. Donc ça veut dire que quand je prends une cuillère, c'est 5 ml, avec une quantité d'eau qui correspond. Mais si, au lieu de prendre ça, je prends 2 cuillères de 125 mg, c'est ça, non? Je vais me retrouver avec combien? 250 mg pour 10 ml. Donc j'ai bu 10 ml. Vous voyez pas que j'ai trop bu. Pour la même dose de 250 mg, j'ai plus bu. Est-ce que c'est normal? C'est pour ça que nous disons, c'est un enfant de 2 ans, vous donnez 125 ml, une cuillère. L'enfant à 8 ans, donnez-lui ses 250 ml. C'est 250 mg, 5 ml. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Si on peut avoir amoxicilline 1 gramme, donnez amoxicilline 1 gramme à la personne. D'accord? L'adulte. Vous lui donnez 2 gélules d'amoxicilline 1 gramme. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on le veut ou pas, même chez l'adulte, des exceptions là, la quantité va augmenter, puisqu'on a donné 2. Même si, comme on dit, on va dire que non, ça c'est pas la partie qui a ça, amoxicilline qui a donné 1 gramme. Mais les exceptions, la quantité va augmenter. Pourquoi je vais faire ce remplissage? Voilà. Si je ne peux pas avoir 1 gramme, je donne 2 fois 500. Mais si le 1 gramme existe, cherchons le 1 gramme. D'accord? C'est bon? Bien. Alors, si c'est bon, mais là, on était à la fin de la procédure, comme on a dit. On est reparti dans la dispensation. Mais on disait que quand vous avez transféré, il faut mettre à jour la fiche de stock. Et on avait dit pour remplir le registre de sortie. Et c'est l'unité fonctionnelle qui a le bénéfice. D'accord? Et
le cahier de transfert, il ne va pas avec les médicaments au service, il reste là. D'accord? Voilà donc les deux types de sorties que nous avons. Troisième, comme on a dit, c'est les médicaments qu'on enlève lors des sanitaires, donc on en parle. Voilà. Nous arrivons là donc à la fin de notre module sur la sortie des médicaments. S'il n'y a pas de questions, on va faire une petite pause.